Voilà, Alexandra, avec plaisir. Et vous, c'est Stefania? Stéphania. Yes. Et le recyclé et à la place Bine ați revenit! V-am văzut și zilele trecute, poate, la conferințele de la Elvira Popescu și de la Ion Mincu, de la Arhitectură. Nu întâmplător ne-am întâlnit aici și astăzi, pentru că, așa cum v-am obișnuit, poate ați fost la conferințele Agora, când discutăm despre mediu și despre om. Dezbatem teme importante, numai că astăzi avem onoarea să-l avem alături de noi pe unul din cei mai importanți autori, una din cele mai puternice voci în acest domeniu, pe Serge Latouche, pe care îl știți cu siguranță. Anul acesta au apărut la editura Seneca două din cărțile domniei sale, Mic tratat de decreștere senină și Deteriorare garantată, eseu despre obsolescența programată. Și sigur ne-ați și întrebat deja, ați observat că am schimbat ceva în decor. În această seară avem niște copaci și nici asta nu este întâmplător. Ați primit sau aveți aici invitație pentru 1 aprilie și ca să vă convingeți că nu este o glumă, o să vă rugăm după sesiunea de autografe a domnului Latouche, dacă vreți să veniți să plantăm împreună copaci și să vorbim despre editura Seneca și despre pașii și regulile pe care le-am urmat să devenim o editură verde, vă invităm să veniți alături de noi, vă notați numele fizic pe copaci, v-am pus niște bilețele și aveți toate detaliile după aia de la noi, să plantăm pe 1 aprilie copaci, ca să nu mai fie cărțile noastre, să nu fie copaci tăiați, ci să plantăm mai departe, așa cum avem grijă la toate materialele pe care le folosim. Este o seară specială în care o să avem mai multe întrebări. S-a simțit nevoia în serile precedente să avem mai multe întrebări și avem ocazia să avem și răspunsuri, așa că îi dau cuvântul domnului Serge Latouche. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je reconnais dans la salle un certain nombre de têtes que j'ai vues hier et avant-hier. Donc, comme on l'a décidé avec les organisateurs, je ne vais pas faire une troisième conférence, mais simplement introduire. D'ailleurs, je ne suis pas dans un siège pour faire une conférence, je suis dans un fauteuil, dans un salon. Donc, pour introduire une conversation à bâton rompu entre nous, chacun peut poser toutes les questions, tout simplement, et j'essaierai d'y répondre. En plus, comme vous l'avez pu le remarquer, malgré tous mes efforts, je ne peux pas cacher que je suis déjà assez vieux. Et donc, 3 jours de suite, je commence à fatiguer et on a donc décidé de raccourcir et de faire en sorte qu'on ait fini, qu'on puisse tous aller manger tranquillement à 8h30. Alors, je vais présenter très rapidement les 2 livres, de façon très informelle, racontant des petites anecdotes. Ces 2 livres ont en fait un statut très différent. Le petit traité de la décroissance sereine, qui est parfois un sous-produit ou un résumé d'un livre beaucoup plus épais, plus antérieur, qui s'appelle « Le pari de la décroissance ». Certains journalistes ou des présentations de libraires, etc., des livres disent parfois que le pari de la décroissance, c'est la Bible et que le petit traité, c'est un bréviaire ou un catéchisme. Mais évidemment, ce manifeste que j'ai écrit, je devais avoir déjà 70 ans à peu près, donc il vient de très loin. Donc il est, je n'ai pas compté, mais ça doit être le 25e ou le 26e des livres que j'ai écrits. Donc tout commence en fait, je dirais, on pourrait retracer un peu l'histoire, tout commence
en 1967, 66-67, lorsque, jeune docteur, je suis arrivé au Laos. J'avais fait des études d'économie, j'étais donc un jeune docteur, docteur en économie et expert en développement pour mon 3e séjour outre-mer. Après deux séjours au Zaïre, en Afrique, j'ai débarqué donc au Laos. Et là, j'ai eu une expérience que je compare souvent à Saint Paul sur le chemin de Damas. Vous savez, Saint Paul va persécuter les chrétiens à Damas, et là, il a un éblouissement, il est renversé de son cheval. Ceux qui connaissent Rome, ça vient très beau cadre. Caravage qui représente Saint Paul avec son cheval dans l'église Santa Maria del Popolo, sous la Piazza del Popolo à Rome. Moi, j'étais parti en Afrique pour développer l'Afrique comme expert du développement, comme Saint Paul était parti pour persécuter les chrétiens, et j'arrive dans un pays qui n'était ni développé, ni sous-développé, et où les gens vivaient un peu hors du temps et vivaient bien. Et alors, là, je découvre en quelque sorte 2 choses. Je découvre que j'étais, sans le savoir, un missionnaire, comme les missionnaires qui partaient en Afrique pour baptiser les petits nègres. Et en même temps, je découvre donc que l'économie que j'enseignais, dans laquelle je croyais comme quelque chose de fondé en réalité, était une religion, une mythologie religieuse. Et que, en économicisant à travers le développement le Laos, j'allais détruire l'identité de ce peuple et j'allais détruire leur bonheur de vivre. Et effectivement, c'est depuis ce qui se passe à l'heure actuelle. Bon, c'est un pays en pleine déculturation, en pleine déstructuration, et maintenant, dans les statistiques, il figure comme un des pays les plus pauvres du monde. Alors, cette expérience, d'autres ont eu une expérience similaire. Seneca a publié l'œuvre d'un grand journaliste et reporter italien, Tiziano Terzani. Et Terzani raconte dans un de ses livres qu'il a découvert dans une vallée de l'Himalaya, au Népal, un petit royaume qui s'appelle le Mustang. Et là, il a eu une révélation assez proche de celle que j'ai connue au Laos. Et il a compris que cette vallée était heureuse parce qu'elle était isolée du monde, qu'ils avaient organisé un art de vivre frugal, mais en même temps satisfaisant, et que le tourisme international ou l'ouverture à l'Occident allait détruire leur bonheur. Une anthropologue d'origine scandinave, mais de nationalité, je crois, britannique, Helena Norberhodge, a eu la même expérience dans une autre vallée de l'Himalaya qui s'appelle le Ladakh, dont elle a sorti un très beau livre, Learning from Ladakh, Ancient Futures, et elle en a fait un film que peut-être vous avez vu, ou peut-être vous pouvez voir sur YouTube, sur Internet, qui s'appelle Economics of Happiness. Alors, pour parler pendant 3 heures, bon, pour le faire assez bref, donc à partir de cette crise, je suis retourné en France et ayant un doctorat d'économie, je suis entré à l'université comme économiste, mais un économiste qui ne croyait plus à l'économie. Mais dans l'université française de tradition encore assez libérale, j'ai pu faire toute ma carrière sans problème en faisant des enseignements d'histoire de la pensée économique, de philosophie de l'économie, d'épistémologie de l'économie. Et ma philosophie de l'économie m'a amené à critiquer les concepts, à critiquer l'imaginaire économique, à faire l'histoire de l'invention de l'économie et de l'invention de la croissance, du développement. Et donc il y avait entre les années 70 et 2000, il y avait une petite internationale auquel j'ai participé, d'intellectuels de différents pays du monde, Vandana Shiva en Inde, Gustavo Esteva au Mexique, Majid Ranema en Iran,
Wolfgang Sachs en Allemagne, et tous ces gens étaient plus ou moins liés et attachés à la personnalité d'un personnage charismatique extraordinaire qui était Ivan Illich. Mais dans cette période, on s'intéressait à l'analyse des échecs du développement, comprendre pourquoi le développement ne réussissait pas à s'exporter en Afrique, en Amérique latine, parce que c'était une forme d'occidentalisation du monde, c'était un concept occidental, c'était une idéologie occidentale, c'était une pratique colonisatrice. Les choses ont changé après la chute du mur de Berlin, la disparition du deuxième monde et donc la disparition du troisième. Et c'est le triomphe du monde unique avec une pensée unique. Proclamé entre autres par l'arrogant Tina There is no alternative de Margaret Thatcher, dont la forme, effectivement, à l'usage du reste du monde, c'était le développement durable. Et donc, face à cet impérialisme, à ce totalitarisme de l'économie de marché et de cette destruction de toute alternative possible, de la fin de l'histoire de Fukuyama, que nous avons éprouvé la nécessité, je dis nous parce que c'est cette petite internationale et un certain nombre d'autres personnes, de lancer le slogan de décroissance, à la fois pour regrouper ceux qui cherchaient à construire un autre monde possible, donc les altermondialistes, comme on dit, et puis en même temps pour donner consistance à ce projet. Et il s'agissait en fait de faire la synthèse entre deux critiques qui avaient cheminé parallèlement mais sans vraiment fusionner, qui était la critique de la société de consommation faite par des sociologues, des anthropologues, dont le plus célèbre est Jean Baudrillard, et la critique écologiste, n'est-ce pas? Donc les anthropologues ou les sociologues nous disaient la société de consommation, c'est une société de cons, n'est-ce pas? Et les écologistes nous disaient cette société n'est pas soutenable, hein, donc les uns disaient elle n'a pas d'avenir, elle n'est pas soutenable, elle n'a pas de futur, et les autres disaient elle n'est pas souhaitable. Et donc nous avons fait la synthèse, elle n'est ni soutenable ni souhaitable. Et l'un des plus grands théoriciens donc, de l'écologie qui m'a démontré que ce n'était pas soutenable n'est autre que le savant roumain Nicolas Georgescu-Roegen. Donc le petit traité développe la conception de cette société alternative que j'appelle maintenant société d'abondance frugale, que mon collègue anglais Tim Jackson appelle société de prospérité sans croissance. Alors le deuxième livre, c'est tout à fait différent. Le deuxième livre, je dirais, c'est une petite fantaisie, une petite excursion un peu dans mon parcours par rapport au courant principal critique du développement, critique de la croissance. Dans mes différents ouvrages, j'évoquais l'obsolescence programmée comme un des moyens de fonctionnement de la société de croissance. C'est-à-dire que pour faire amener les gens à consommer toujours plus, puisque la société de croissance est basée sur l'illimitation de la production, il y avait ce que j'appelais trois pousses au crime, trois incitateurs, qui sont la publicité, le crédit et l'obsolescence programmée. Alors, une jeune et talentueuse réalisatrice allemande, mais travaillant à Barcelone, en Espagne, a voulu faire un film sur ce sujet, l'obsolescence programmée. Comme elle avait lu mes travaux, elle a voulu que j'intervienne dans le film. Elle a beaucoup insisté pour me faire intervenir dans le film. Je n'y croyais pas beaucoup, je dois avouer, et j'ai été très surpris par le film que j'ai trouvé excellent. Et j'ai pensé qu'il y avait là matière à faire un petit livre. Et je lui ai suggéré que nous fassions ensemble un petit livre à partir du script de son film. Elle était occupée par autre chose, n'a pas marché. Finalement, elle a fait un livre en allemand
avec quelqu'un d'autre de son côté, qui, je crois, n'a pas très bien marché non plus. Mais grâce à ce film, donc, moi, je suis rentré en contact avec un autre intervenant du film, Gilles Slade, qui est un Canadien qui vit en partie aux États-Unis, qu'on voit dans le film aussi, et qui est l'un des deux auteurs. Personne, bien que le phénomène soit très important, déjà assez ancien, il n'y avait que 2 livres à l'époque sur ce phénomène d'obsolescence programmée. Un livre déjà ancien des années 60 du fameux Vance Packard, donc qui est fameux pour son livre La persuasion clandestine, et ce livre de Vance Packard s'appelait The Waste Makers, les fabricants de déchets. En français, ça a été traduit sous le titre L'ère du gaspillage. Et donc Gilles Slade avait publié un livre, une étude très sérieuse, c'est pas du tout une étude sérieuse, c'est très léger, avait publié un livre très documenté qui s'appelle Made to Break, fabriqué pour être jeté, pour être cassé. Alors, j'ai voulu faire traduire et publier en France le livre de Gilles Slade, et je pensais simplement écrire une préface pour le public français à ce livre traduit de l'anglais. Et finalement, ça n'a pas marché. Les éditeurs n'ont pas voulu traduire. C'est compliqué, cher, etc. Et ma préface est devenue ce petit livre. Voilà. La moitié des vignerons, vous savez que la culture de la vigne est celle qui utilise le plus de pesticides. Il y a 20 ou 30 traitements chaque année pour la vigne. Et ces pesticides, évidemment, engendrent des cancers et des problèmes. Et la moitié au moins des vignerons qui sont passés à l'agriculture biologique sont passés suite à un accident qu'ils ont eu avec l'usage des pesticides. Dans le très beau film d'Al Gore, La vérité qui dérange, Al Gore raconte que sa famille et lui-même était investi dans l'industrie du tabac, et que suite à un cancer d'un des membres de sa famille qui a été un traumatisme pour lui, ils ont complètement changé et ils sont lancés dans cette croisade pour lutter contre le changement climatique. Alors, j'ai rencontré à différentes reprises, j'ai été invité des clubs d'entreprises, des groupes de jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs chrétiens, des entrepreneurs de petites entreprises, et beaucoup avaient des problèmes, se posaient des questions sur leur vie, sur leur façon sur ce monde où on vit mal, on est stressé, et j'ai vu des débats au sein même d'entrepreneurs, quand je faisais des conférences, c'était extrêmement intéressant. Ils disaient, mais enfin, tu dois bien reconnaître qu'on vit comme des fous, etc. Et on ne peut pas continuer comme ça. Nos enfants refusent de prendre la suite. Enfin, bon, voilà, les expériences vécues amènent à des crises comme celles que j'ai pu avoir en allant au Laos, mais différentes. Vous savez, on est tous un peu confrontés, comme le prince Gautama, dit le Bouddha, qui était jeune prince, élevé un peu dans un cocon, etc. Et puis un beau jour, sortant du palais, il rencontre successivement un mendiant, un lépreux, un handicapé, etc. Et il découvre que le monde est beaucoup plus... Et il renonce à son titre de prince, etc. Et il devient le Bouddha. Tout le monde, finalement, c'est la vie de tout le monde. Il rencontre les 3 choses, la souffrance, la maladie et la mort. Et nous sommes tous confrontés à ces trois thèmes, et effectivement, ça nous interpelle. La planète est malade, la planète est blessée, et la planète va mourir, et nous en faisons partie. Si je suis ici, c'est précisément parce que je pense qu'il y a des solutions et qu'il faut sortir de ce logiciel de la société de croissance, entreprendre un autre parcours qui est précisément... Les solutions sont esquissées, ou les directions, les horizons sont esquissés dans ce petit livre. C'est une autre voie pour essayer que l'humanité ait un futur, et un futur soutenable. Les fonds de pension, c'est une invention très récente. Bien évidemment, le problème, un problème sérieux, hein, le problème des pensions pose un des très grands problèmes des sociétés humaines, du rapport intergénérationnel. Parce qu'effectivement, les adultes nourrissent les enfants, hein, et les vieillards
Donc, pendant son âge adulte, n'est-ce pas, pendant l'âge adulte, nous devons travailler pour subvenir à nos besoins, mais aussi subvenir aux besoins de nos enfants et subvenir aux besoins de nos parents. Mais nos parents, quand ils étaient à l'âge adulte, ils ont travaillé pour subvenir à nos besoins quand nous étions enfants, hein, et ainsi de suite dans les générations. Alors, le système dans une société salariale, et dans un premier temps en tout cas, la décroissance ne propose pas immédiatement d'abolir le salariat. À la fin, oui, je pense qu'une société humaine satisfaisante devrait abolir le salariat, parce que le salariat, c'est une forme d'esclavage qui ne dit pas son nom. Et donc, on devrait travailler en coopération sous forme de coopératives, d'associations. Bon. Et les gens qui travaillent avec nous doivent être des partenaires, des collaborateurs, et pas des serviteurs, hein, pas des esclaves. Mais j'ai une petite expérience. À un moment, j'ai voulu fonder avec des amis une société coopérative de production de livres, un petit éditeur coopératif. Et je me suis aperçu que, en fait, beaucoup de gens ne voulaient pas être responsable du fonctionnement de l'entreprise. Ils préféraient de beaucoup être salariés que d'être membre coopérateur, parce que ça prend beaucoup de temps, c'est très compliqué, et les rapports humains, c'est pas facile. Donc, faire marcher une coopérative dans le monde tel qu'il est, c'est très difficile. Donc, je crois que pendant encore longtemps, il y aura des salariés. Alors, il faut bien voir que ce sont toujours les gens qui travaillent, hein, qui payent, donc les adultes salariés, qui payent la retraite des gens, des anciens qui sont en retraite à la même époque. Ça ne se passe pas entre deux époques différentes. C'est les gens qui actuellement travaillent qui payent ma retraite à moi, comme moi, quand je travaillais, je payais la retraite de mes parents. Donc, le système normal de financement des retraites, c'est ce qu'on appelle le système par répartition, c'est-à-dire qu'on prélève sur les salaires des actifs des sommes qui sont transférées à des caisses de retraite et qui financent la retraite des anciens. Alors, avec leur philosophie ultra-individualiste, les anglo-saxons ont inventé un autre système, hein, qui est une mystification, qui est une imposture, je dirais, qui est le système des fonds de pension, c'est-à-dire le système des retraites par capitalisation. C'est-à-dire qu'au lieu de résoudre, donc, que la société prenne en charge en imposant un système de prélèvement sur les salaires mis dans une caisse de retraite pour financer la retraite des anciens, chaque individu place ses économies pour son avenir dans un fonds de pension capitaliste, qui est une entreprise privée capitaliste, qui gère ses fonds en spéculant à la bourse, en achetant des actions, donc on est dans le jeu du capitalisme financier le plus spéculatif. Alors le résultat, c'est qu'on arrive au drame actuel où les salariés ou les gens qui gagnent des revenus, qui pensent à leur retraite en Allemagne, ont placé dans des fonds de pension qui ont acheté des titres de la dette grecque. Donc, du coup, on place sur les marchés internationaux. Donc, c'est plus les salariés d'un pays qui payent par le prélèvement sur leur retraite les anciens, les retraités de leur propre pays. Et si les Allemands ne veulent pas entendre parler, et même Monsieur Schulz, Martin Schulz, qui va se présenter contre Madame Merkel, n'ose pas dire qu'il faut annuler la dette grecque pour résoudre le problème des Grecs, c'est parce que beaucoup de petits retraités allemands ont leur retraite dans des fonds de pension qui ont placé leur argent sur la dette grecque. Avec la crise dite des subprimes en 2008, beaucoup de pensionnés retraités américains ont vu leur pension disparaître purement et simplement. Voilà à quoi on aboutit avec le système des fonds de pension. Alors, la perversion du système fait qu'il y a eu une telle propagande, qui continue d'ailleurs un peu moins forte maintenant, mais depuis la crise de 2008, que même les systèmes d'État qui avaient des systèmes de pension comme la France, qui marchait très bien,
ont en partie transformé leur système en prenant une partie de capitalisation à côté de la répartition. Fort heureusement, ma propre retraite, puisque je suis retraité depuis 15 ans, ma propre retraite, pour l'essentiel, obéit au système de la répartition. C'est seulement pour moins de 10% de ma retraite qu'il y a un fonds de capitalisation, plus ou moins, et encore, il est mutualiste, il n'est pas vraiment spéculatif. Alors, comme l'une des premières mesures que préconise la société de décroissance, c'est de se réapproprier l'argent et donc de limiter très sérieusement le pouvoir des banques et bien évidemment de supprimer les fonds de pension et les bourses, le problème ne se pose pas. Nous, pour l'instant, en tout cas, c'est la retraite par répartition qui continue, qui fonctionnera, qui sera réhabilitée. C'est comme ça que toutes les idées se développent, se diffusent à travers, se propagent comme des ondes. Mais pour convaincre, il ne faut pas seulement parler, il faut agir aussi. Et donc, des petites initiatives, des initiatives, et il y en a beaucoup. Hein. J'ai parlé en France, qu'on appelle les AMAP, Associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. En Italie, ça s'appelle des GAS, des groupes di acquisto solidale. Au Japon, ça s'appelle des Tekei. C'est des moyens d'association entre producteurs et consommateurs pour avoir des produits sains, sans pesticides, etc. Et il y a beaucoup d'initiatives comme ça, de différentes sortes. On a parlé aussi des villes en transition, comment une ville peut se transformer. Il y a des réseaux de slow cities, de villes lentes, de villes vertueuses, de villes en transition. On peut agir au niveau des quartiers, au niveau... Bon, il y a beaucoup de possibilités qui permettent de témoigner, de donner un exemple d'un commencement de sortie du logiciel de la société de croissance. Mais aussi, les enfants, ils voient comment leurs parents... Parce que ce sont les parents qui donnent... Les enfants ne naissent pas toxicodépendants de la société de consommation. Ce sont les parents qui les rendent toxicodépendants parce qu'eux-mêmes ont été intoxiqués. Mais évidemment, quand on éduque ses propres enfants, on n'a pas forcément un succès total parce qu'il y a les copains, il y a l'ambiance, il y a beaucoup de choses, etc. Donc moi-même, j'ai été confronté à ce problème. Je dois dire que je n'ai pas eu un succès à 100% avec mes propres enfants et encore moins avec mes petits-enfants. Mais dans ce film que j'évoquais l'autre jour, donc de l'expérience de Barjac, je me rappelle maintenant le nom de cette commune de France où est tourné ce film, « Nos enfants nous accuseront », où on voit comment, à la suite de l'initiative du maire de faire passer les cantines scolaires en produits biologiques, eh bien, ce sont les enfants qui éduquent leurs parents. Parce qu'ils rentrent chez eux et ils disent « Papa, maman, non, on ne veut plus consommer des produits avec des pesticides et des choses comme ça ». Le mantra de la décroissance, tel que l'a formulé Nicolas Georgescu-Roegen, c'est « Une croissance exponentielle est incompatible avec une planète finie ». Donc, il est clair qu'une croissance illimitée de la population est incompatible aussi avec une planète finie. Mais le problème premier auquel nous sommes confrontés à l'heure actuelle, ce n'est pas que les Chinois soient trop nombreux, c'est que les Américains consomment et produisent trop. Alors, c'est très simple. Si tout le monde vivait comme les Américains, il faudrait éliminer 9/10 de la population mondiale. Le monde ne peut pas porter, la planète ne peut pas porter plus de 500 millions d'humains vivant comme les Américains. Au-delà, ça serait exactement comme le décrit Yared Diamond dans Collapse, n'est-ce pas ? Ce qui s'est passé au Groenland avec les Vikings ou dans l'île de Pâques ou dans beaucoup d'autres endroits. Mais si tout le monde vivait comme les Burkinabés du Burkina Faso, on a calculé que la planète pourrait supporter 23 milliards d'individus. Nous sommes actuellement 7 milliards. D'après les calculs de la FAO, pour ce qui est de l'alimentation, 40 à 50% de l'alimentation est perdue et pourrait largement nourrir les 7 milliards d'individus qui existent à l'heure actuelle sur la planète. Si nous mangions un peu moins gras, un peu moins sucré, avec un peu moins de viande, il y a à l'heure actuelle 800 millions d'obèses sur la planète. Ça correspond à peu près au nombre de gens mal nourris, qui n'ont pas assez à manger.
40% de la production de céréales sert uniquement à nourrir de bétail. Alors, il faut environ 10 calories végétales pour fabriquer 1 calorie animale. Donc, avec la diète moderne de manger trop de viande, effectivement, on crée des famines dans le reste du monde. Donc, comme d'après les démographes, la croissance de la population semble se ralentir et se stabiliserait, alors moi je ne suis pas expert, je dis d'après les rapports que j'ai lus, se stabiliserait à la fin, vers 2050, autour de 10 milliards d'habitants. Certains, le premier rapport du Club de Rome disait 12 milliards, 12 milliards. Techniquement, ce n'est pas vraiment un problème. Autrement dit, la démographie doit être prise au sérieux. Certainement que la Terre ne peut pas nourrir 50 milliards d'individus. Elle peut en nourrir probablement sans trop de problèmes 12 milliards si on s'organise en conséquence. Et il semble que ça soit possible. Donc c'est un problème sérieux, mais c'est un problème qui n'est pas insoluble et qu'il faut affronter, non pas avec passion, mais affronter avec une certaine sérénité pour pouvoir le résoudre. Donc les intégristes, qui sont un peu trop allumés, qui disent « croissez, multipliez-vous », jusqu'à un certain point, mais même le pape a dit maintenant il fallait quand même avoir un comportement raisonnable, responsable. Il a dit une démographie responsable, une procréation responsable. Alors, une procréation responsable, ça veut dire qu'il faut faire un enfant ou deux, mais il ne faut pas en faire 50. Mais, bien sûr qu'on pense que l'action doit venir des gouvernements. Seulement, les gouvernements, c'est nous qui les faisons. On a les gouvernements qu'on mérite, d'une certaine façon. Et les gouvernements... Moi, j'aime beaucoup la réaction du président Roosevelt dans les années 30, quand il mettait en œuvre le New Deal. Ça n'allait pas tout seul. Et un jour, quelqu'un vient lui dire « Bon, monsieur le président, il faudrait prendre telle mesure. » Je ne sais pas quoi. Bon, le président a dit « Je suis tout à fait d'accord avec vous. Obligez-moi à prendre une mesure. » C'est-à-dire, moi, tout seul, je ne peux pas prendre cette mesure parce qu'il y a les lobbies qui sont tellement puissants qui vont agir, etc. Il faut qu'il y ait un mouvement populaire très fort, que tous les Roumains descendent dans la rue pour obliger le gouvernement à aller dans la bonne direction. L'une des choses les plus nocives que font nos gouvernements à l'heure actuelle, soi-disant pour lutter contre le chômage, ce sont les grands travaux inutiles, imposés et nuisibles. Nous en avons en France plusieurs exemples, dont le plus fameux est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il y en a beaucoup en Italie, où je suis aussi très investi, comme le projet de ligne en grande vitesse dans le Val de Susa, avec le projet de faire un tunnel, le plus haut, le grand tunnel d'Europe, dans une montagne, 53 km, etc. D'autres projets aussi délirants, comme un pont gigantesque sur le détroit de Messine, etc. Et je crois que j'ai entendu parler qu'il y a en Roumanie des projets aussi délirants dans le delta du Danube, sur le pétrole ou sur je ne sais plus, quelque chose comme ça, qui va détruire l'écosystème du delta du Danube, qui est un système de zones humides extrêmement important pour la biodiversité. Alors nous voyons restons dans le cas français. Nous voyons un gouvernement qui est très fier parce qu'il a réussi à faire le traité de Paris sur la COP 21 et qui prétend être un gouvernement respectueux de l'environnement et de l'écologie et qui veut construire cet aéroport absolument inutile et délirant qui détruira des zones humides, d'ailleurs dans la région du sud de la Bretagne, qui est ma région natale. Et donc il y a un énorme mouvement depuis des années qui se bat toujours, qui probablement va finir par gagner, mais c'est pas fini. C'est une bataille très très dure, et ce sera seulement grâce à cette bataille qu'on réussira à ne pas à faire échouer ce projet délirant. On n'est pas obligé effectivement de immédiatement jeter l'appareil, etc. La première chose à faire, c'est chercher à le faire réparer, mais ça devient un jeu héroïque. C'est pas facile de trouver le réparateur. C'est pas facile d'obliger le réparateur à faire venir les pièces détachées. Souvent, il n'y a pas les pièces détachées. Au bout d'un certain temps, etc., on ne fournit plus les pièces détachées. Donc, c'est une forme de résistance, mais il faut le faire. Alors, vous avez quand même
c'est plus facile de résister à plusieurs que de résister tout seul. Et donc, il y a des groupes qui s'organisent. En France, ça s'appelle des Ripper-cafés. Hein, c'est-à-dire, c'est pas forcément un café, c'est des lieux où les gens se rencontrent et ils apportent leurs appareils en panne et on essaye ensemble de les réparer. Il y a souvent des ingénieurs, des techniciens, des artisans qui participent, qui viennent bénévolement ou avec une petite contribution s'il y a des pièces à acheter et on essaye de réparer. Vous avez des organismes aussi qui essayent de le faire systématiquement, comme Emmaüs. Hein, et Emmaüs recycle et répare. Par exemple, l'un des appareils qui tombe le plus, et qui est prévu pour tomber en panne très rapidement, c'est le grille-pain. Hein, alors, le grille-pain, alors que généralement, il tombe en panne pour des raisons stupides. C'est parce qu'il y a des miettes, des croûtes de pain qui sont restées bloquées, qui détruisent la résistance, etc. Donc, il suffirait de changer la résistance. Le problème, c'est que les grille-pains, on ne peut pas les démonter soi-même. C'est très pervers. Alors, là, ici, avec des équipements spécialisés, des tournevis spéciaux, etc., on arrive à démonter le grille-pain, à changer la résistance et à lui donner une nouvelle vie. Mais évidemment, c'est une forme d'héroïsme parce qu'on trouve des grille-pains à un prix dérisoire, comme c'est fait en Chine, avec des gens qui ne sont pas payés, des esclaves précisément. Et donc, là aussi, cette dévalorisation détruit en fait la responsabilité des gens parce qu'on ne se sent plus responsable on ne pense plus que ces objets contiennent des matières rares, contiennent du travail humain. On finit par dévaloriser la nature et dévaloriser le travail. Alors, j'ai parlé de l'enjeu anthropologique de l'obsolescence programmée. Pour faire comprendre cet enjeu, je pourrais prendre une comparaison. Généralement, quand nous avons un chien ou un chat qui est malade, si on va chez le vétérinaire, ça va nous coûter très cher. Alors qu'on peut adopter, on peut trouver un chat ou un chien dans la rue, même l'adopter. Donc on pourrait jeter à la poubelle le chien ou le chat malade et en prendre un autre, ça nous coûterait moins cher. Donc c'est la même chose avec le grille-pain. Si nous ne sommes pas attachés au grille-pain, nous allons le jeter parce que pour le réparer, si on est attaché à son grille-pain, on dit « je pourrais avoir un grille-pain moins cher que la réparation. La réparation va me coûter plus cher qu'un nouveau grille-pain. Mais je suis attaché à ce grille-pain comme je suis attaché à ce chat. Je veux garder mon chat et je ne veux pas un autre chat. C'est ce chat-là que je veux guérir et que je veux soigner. » Mais il y a des gens qui vont jeter leur chat comme ils jettent leur grille-pain. Et petit à petit. Et on arrive aux États-Unis où il y a des gens qui ont commandé un enfant. Ils ont commandé un enfant à une mère porteuse en Inde. L'enfant arrive. Il dit « oh ben non, il est trop difficile, j'en veux pas, je le jette et j'en prends un autre. On va commander un autre enfant, un autre. » On en arrive à ceci on traite les hommes comme on traite les animaux pour certains et comme on traite le grille-pain. On en arrive à cette situation alors que le grille-pain, c'est aussi un animal. C'est la nature, c'est des matières premières, c'est des arbres. C'est du travail humain qui était incorporé. Nous devrions être attachés à notre grille-pain comme on est attaché à un chien, à un chat, à un bébé, à un enfant.